Bon bah c'est la panique, hein. J'espère que vous avez bien tous vendu, récupéré vos profits, tout sécurisé dans vos cold wallets, etc. Que ça y est, c'est bien, c'est fini. Là, le bull run est terminé, merci à tous. On a passé un bon moment, mais là, c'est terminé. Bon bah c'est ce que je dirais si jamais c'était ma première année en crypto ou mes 3 premiers mois en crypto. Nous avons fait un dip, donc on est en train de faire un dip actuellement sur Bitcoin. On a fait un creux jusqu'aux 111 800 dollars. Bon, bah voilà, c'est pas grand chose, hein. Ici, je suis en échelle de temps 1 heure. On va se remettre en daily puisque c'est finalement l'analyse globale que je fais. Moi, c'est une analyse long terme. Et donc, ici en daily, regardons où on est. On est juste à des niveaux classiques de pullback. Ok, on a fait un joli W juste ici. On est en train de retester la ligne de coup. Donc il n'y a vraiment pas d'alerte, il n'y a pas de panique à avoir. Évidemment, pour ceux qui sont traders court terme, ça peut être compliqué à encaisser ce genre de mouvement parce que on a brisé un petit support, un support qui tenait depuis lundi dernier, d'accord. C'est un support d'une semaine. On n'est pas en train de briser des supports long terme. Donc là, évidemment, il va falloir quand même que vous fassiez la différence entre les mouvements techniques et les mouvements long terme. Ok, les mouvements fondamentaux et les mouvements techniques. Là, on est sur un mouvement technique. Bon, bah écoutez, je vous affiche quand même une petite information que j'avais partagée dans le cercle, hein. Donc, je vous rappelle que c'est notre adhésion premium à un cercle d'investisseurs qui est disponible dans les liens en description. Donc, si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez surtout pas, on a des places, on vous partage bien entendu les analyses, les alertes en temps réel, etc., nos positions, les altcoins qu'on surveille, les watchlists, notre stratégie, donc n'hésitez surtout pas. Donc vous voyez, on avait parlé hier matin, donc j'en avais parlé dans le cercle. Vous avez vu, donc on avait le niveau du vendredi à 22h, donc régulièrement on a le prix du dimanche soir qui vient se ranger sur le prix du vendredi soir. Bon bah voilà, je vous disais à ce moment-là, on était à 115 700 que on allait très certainement avoir un retour ici et bon bah voilà, ça a pas manqué. Et quand vous voyez que on avait ici identifié des grosses liquidations aux alentours des 114 000, 113 000 dollars. Le prix commençait à baisser, etc. On avait des indicateurs comme quoi le prix pouvait se ranger un petit peu à la baisse. Bon, bah évidemment, vous voyez que ça n'a pas manqué. Je pense qu'on est dans un mouvement similaire à ce qu'on avait pu avoir sur le mouvement de septembre 2024 à l'époque. Donc, on était juste ici, vous voyez. On avait eu ce genre de mouvement-là avec la fin d'un range. On avait beaucoup d'indicateurs fondamentaux qui sonnaient et qui nous disaient que on allait avoir une reprise haussière, mais vous voyez que on avait constitué ici un support. On avait fait ici une petite chasse donc aux liquidités, donc on était venu récupérer toutes les liquidités au nord, et puis on était venu décharger le train avec ici une première vague de liquidation, ici une seconde vague de liquidation, avant de pouvoir repartir à la hausse et former notre petit W ici avec notre ligne de coup pour repartir à la hausse. Donc ici, ce mouvement qu'on avait eu, qui avait duré globalement entre la chute, donc 30 septembre, hein, vous voyez que c'est déroutant à quel point la saisonnalité fait son œuvre. On était le 30 septembre 2024 au moment où on a fait ce fameux breakout baissier, et on a repris ce niveau-là aux alentours du 14 octobre. Donc on a eu une quinzaine de jours où on est venu s'installer en dessous de ce support-là, consolider avant de repartir fortement à la hausse. Et ensuite, on avait eu du coup une fin d'année qui avait été réellement explosive avec un top qui avait été marqué, un premier top local le 17 décembre et ensuite le dernier, donc le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump. Donc ici, on pourrait avoir quelque chose de similaire avec une cassure du support. Ici, on s'installerait pendant quelques temps dans ces niveaux-là. Vous voyez, donc hop, retravailler ces niveaux peut-être, hop, et puis repartir à la hausse. Il faut évidemment faire la différence entre les mouvements techniques et les mouvements fondamentaux. Donc ici, j'en parlais parce qu'on avait sur le Cost Basis Distribution Heatmap des signaux comme quoi on avait des signaux de vente. Ici, donc c'est la ligne que vous voyez juste ici affichée sur votre écran. Donc je vais la zoomer un petit peu juste là. Et vous voyez qu'on est en train d'en avoir de nouveau. Donc je pense qu'on va avoir un mouvement baissier encore, hein. Ça va se prolonger d'ici les prochaines heures, d'ici les prochains jours. En tout cas, on devrait s'installer dans un mouvement un peu baissier. Donc retravailler cette zone-là. Donc moi j'avais identifié
ces deux zones, hein, vous voyez donc cette zone qui était le support direct, qui était directement sous le prix, donc c'était évident qu'on allait récupérer cette liquidité-là. Donc quand on était aux 115 000, ça faisait un dip assez léger, hein, on parlait ici d'un dip de 1,2%. Bon, bah voilà. Ensuite on avait ce deuxième niveau qui correspondait au début de notre zone de liquidation sur notre ligne de coût. Bon, bah, vous voyez ici on est sur une baisse de 3%, hein. Faut quand même relativiser, une baisse de 3%, il n'y a rien de dramatique. Surtout concernant les indicateurs long terme, on va les parcourir ensemble, mais vous allez voir que tout le reste reste totalement haussier, donc il faut pas s'alerter. Donc ici, on pourrait retravailler cette zone-là. Honnêtement, c'est un bon niveau pour s'arrêter. On pourrait avoir besoin d'aller un petit peu plus bas, donc aller retravailler peut-être ici le support qu'on avait eu juste là, hein, qui correspondait, ici je vais vous l'afficher, à ce niveau juste ici, donc qui étaient nos précédents tops, juste là, top locaux, qui se sont transformés ici en un bottom et un bottom. Ok, donc ici on avait eu ça comme mouvement, hop, 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 et donc ici ce support là, on pourrait venir le retravailler avec ici un retour ici. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de stratégie, dans ma stratégie, dans mon analyse? Moi, quand je vois ce genre d'analyse, que mes indicateurs long terme m'indiquent que c'est toujours positif, je prends pas forcément de profit parce que ici vous allez avoir potentiellement un gain de l'ordre de quelques pourcents, hein. On parle de 2%, 2% de gain sur certaines cryptos, certaines vont baisser probablement un petit peu plus, mais le sujet c'est que si ici on a trouvé notre bottom et qu'on repart, le manque à gagner, le coût d'opportunité lié au fait que je ne suis pas positionné ici et que j'ai pris des profits, me coûte beaucoup trop d'argent par rapport au fait de vendre, racheter plus bas, etc. La probabilité d'aller chercher plus bas aujourd'hui, elle est quand même assez faible, ok. C'est pas, moi j'ai pas 99% de chance de revenir sur ces niveaux-là, et même si j'ai 50% de chance de revenir sur ces niveaux-là, 50% de probabilité de perdre 2%, de racheter plus bas et de profiter de la hausse complète versus rater complètement la reprise haussière. Le jeu en vaut pas du tout la chandelle, donc ça correspond pas à ma stratégie. Toutes les stratégies ne se valent pas forcément, mais en l'occurrence, vous pouvez avoir la vôtre qui fonctionne bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des ETF. Déjà, voilà, pour regarder au niveau fondamental. Vendredi, on a toujours eu 246 millions de dollars d'entrée sur les ETF de BlackRock. C'est assez important. Vous voyez que globalement, la tendance, elle est positive, hein. Si on regarde chez Glassnode, vous voyez qu'ici, bon, on est toujours dans des entrées de capitaux. Donc il est vraisemblable que ce genre de mouvement technique soit des mouvements pour faire rentrer des personnes sur les marchés. Okay, donc quand vous avez ici des baisses, vous avez entendu, on parle de 300, 400 millions de dollars qui ont été liquidés au cours des 24 dernières heures. Bon, ça veut dire qu'il y a 400 millions de dollars de vente. Et si vous êtes acheteur, vous pouvez acheter pour 400 millions de dollars de Bitcoin à l'achat sur ce genre de niveau de prix. D'accord ? Alors que si vous l'aviez fait ici, vous achetez pour 400 millions, le prix se retrouve là-haut. D'accord ? Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez acheter à bas coût pour juste une petite manipulation, etc. Je vous rappelle qu'on est dans un marché non régulé. La manipulation est, à défaut d'être régulée, elle est donc autorisée. Donc il faut vivre avec. Au niveau des ETF Ethereum, on a toujours des entrées d'argent également, hein, 144 millions de dollars sur la journée de vendredi, donc toujours très positif. Hein, on a eu, je regarde pas volontairement le reste. Hein, il y a beaucoup d'arbitrage, de stratégies variées, etc. Moi, je me concentre vraiment sur les portefeuilles de BlackRock. C'est ceux qui sont le plus pertinents. Je vous invite à regarder ça. Hein. Vous avez la possibilité sur TradingView d'ajouter des indicateurs. Il y a des indicateurs qui existent avec les ETHA et les ETF BlackRock, Bitcoin, hein, ETHA et IBIT, vous pouvez les retrouver. Donc voilà, vous verrez que c'est très pertinent de regarder surtout les inflows côté BlackRock plutôt que les inflows globaux des ETF. Donc déjà, au niveau du short term realized price, on a un bottom à 111 499 dollars. Bon, vous voyez que ici, le bottom dont je vous parle, il est ici à 110 200. Donc on a
on a en quelque sorte une confluence entre voilà, les 110 000, 111 000 $. Donc vous savez que bon, on a les niveaux qui sont potentiellement chirurgicaux, mais on a la plupart du temps des zones, des zones de liquidité. Cette zone-là, elle est ici. Cette zone-là, on va la tracer ensemble. Ici, on devrait avoir une zone de bottom. Voilà, une zone de bottom locale. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Évidemment, le court terme, c'est toujours très compliqué d'analyser vraiment loin. Quand on a des indicateurs, là, les indicateurs nous disent que ça va baisser. Combien, comment, etc. C'est toujours compliqué. Ici, on pourra voir s'il faut se positionner ici avec notamment des indicateurs comme l'order flow. L'order flow, ça nous aide justement dans ce genre de situation. Donc ici, on a l'order flow qui nous permet de voir les funding, l'open interest. Donc ici, on est sur CoinGlass. Donc cette charte, elle est gratuite. Vous pouvez vous former à l'open interest. Donc nous, évidemment, dans le cadre justement de l'adhésion au cercle, on vous a offert donc une offre exceptionnelle dans laquelle on vous offre une formation en analyse graphique et en analyse technique. Donc bien entendu, on parcourt tout ça, on vous explique comment configurer votre page CoinGlass pour analyser tout ça, les funding rates, l'open interest, comment on lit l'order book, etc. Donc évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité d'ajouter également un indicateur que je suis, qui est le Top Trader Long Short Account. Ici, on regarde si les top traders sont plutôt positionnés long ou plutôt positionnés short. Donc vous voyez que ici, généralement, quand on vient chercher les niveaux juste ici, on est sur des niveaux de bottom. Donc c'est également ce dont je vous avais parlé. À ce moment-là, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. On avait un niveau atteint qui était les niveaux comparables à ceux qu'on avait ici. D'accord ? Les top traders se positionnaient ici comme ils se sont positionnés ici. Donc ça veut dire qu'ils croyaient réellement en la puissance d'un mouvement haussier. Vous voyez qu'ici, on a eu une phase de hausse. Alors comme dans toutes les phases de hausse, un trader, il va prendre des profits. Un bon trader, en tout cas, il prend des profits. Donc on a eu ici une baisse des positions longues et une augmentation des positions short. Mais vous voyez que ici, pour le moment, on est neutre. D'accord ? On est neutre entre justement ici la zone où on a surtout des top traders qui ne sont pas positionnés, qui sont plutôt short ou plutôt sortis du marché, et là, des top traders qui sont réellement longues. Ici, vous voyez qu'on est, on est un peu entre les deux. Donc, on pourrait avoir justement sur ce genre de dip une augmentation ici de la position des top traders. Et donc, évidemment, si je vois ici cet indicateur remonter jusque-là, je me dirais qu'on a probablement atteint le bottom. Si c'est ici ou si c'est ici, je m'adapterai. D'accord ? Donc, évidemment, ça, c'est des choses qu'on peut regarder sur Bitcoin. On peut regarder également ça sur Ethereum. Donc, vous voyez ici, les funding rates ont bien baissé. Donc, ici, on a eu une baisse des funding rates, donc ça veut dire que globalement la peur s'installe, on a plus de positions vendeuses qui sont ouvertes que de positions acheteuses, et ici on a un petit léger rebond de l'open interest, donc ça veut dire que ici sur la chute, on a pas mal de gens qui rentrent en position, et les gens qui rentrent en position, c'est des personnes qui sont vendeuses, d'accord ? Donc ici, on a cassé un support, et la plupart des gens se disent, ok, on va atteindre le prochain support, on va atteindre là, donc moi, ici, je parie à la baisse, et le delta entre 4200 et 3450 $, je le prends à mon compte, et je gagne de l'argent sur la baisse. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est possible sur les contrats dérivés. On a un petit peu de personnes qui font ça, mais globalement, on reste assez neutre. Vous voyez que ici, si on reprend un petit peu cette zone-là d'open interest, vous voyez qu'on est quand même assez stable. Il n'y a pas non plus d'augmentation excessive de prise de position. Les personnes restent assez neutres. Donc, on va regarder ça aussi côté CBBI. Donc, je vous rappelle, pour les débutants, etc., c'est un bon moyen de savoir où on en est dans le cycle. C'est un indicateur sur 100. Ça vient synthétiser beaucoup d'indicateurs on-chain. Ici, on est à 76%, donc on aurait encore du jus pour aller chercher le top de ce cycle, puisque vous voyez que sur les précédentes phases haussières, on avait atteint notre top sur un CBBI aux alentours de 100, 98, 97, 96, etc.
Donc quand on dépasse 95, c'est généralement le moment de vendre, d'après cet indicateur, tout du moins. Et donc à l'inverse, pareil, quand on est très très bas, hein, quand on est aux alentours de 5, 6, 10, etc., c'est généralement nos bottoms de cycle. Donc ici, on est globalement à 3/4 du cycle, ce qui corrobore un petit peu la majorité des théories de la plupart des personnes, hein. C'est-à-dire que en gros, le cycle est déjà bien long, hein. On a commencé ça en novembre 2022 quand même. On a eu une belle phase haussière. Je pense que on va avoir une dernière phase haussière, hein, qui pourrait nous amener, qui serait assez proche en termes de temporalité, mais au niveau de l'expansion, bah, ça dépendra évidemment de beaucoup de choses, mais ça dépendra surtout de ça, de l'arrivée de nouvelles personnes. Donc ici, au niveau du Google Trend, vous voyez qu'on est encore très bas, hein. Il n'y a absolument personne. Si on regarde chez The Block, vous voyez que ici, on a, pareil, on n'a pas du tout d'entrée de viewers sur les chaînes principales d'influenceurs crypto. Ça me permet aussi de vous remercier pour vos messages, vos commentaires, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, etc. qui cesse d'augmenter sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que la chaîne plaît. N'hésitez pas à nous poser vos questions, etc. Donc j'ai vu des questions, je suis en train de synthétiser un petit peu tout ça, je vais y répondre. J'ai vu la question sur les compagnies minières, etc. Donc oui, on va faire un focus là-dessus, sur des cryptos comme Kaspa. Écoutez, si on a le temps, j'en parlerai un petit peu de cette crypto-là. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, etc. Ça nous fait toujours plaisir. Donc ici, au niveau fondamental, vous allez avoir des événements comme les PMI manufacturiers, les PMI des services, etc. Donc oui, ça nous aide à savoir où se trouve l'économie. Bon, globalement, quand on est à plus de 50, ça veut dire que l'économie est en croissance, l'économie se porte à peu près bien. Un ralentissement, c'est jamais vraiment bon signe. Honnêtement, il n'y a pas forcément pour le moment de panique à ce niveau-là. Donc évidemment, si on a un très mauvais chiffre, ça peut être compliqué. Si on est dans ces eaux-là, aux alentours des 53,8, 54, etc., bon, il n'y a pas vraiment de problème. Pareil, le discours de Powell, où vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous en parler demain, discours de Powell, etc. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, il va rien dire de plus que ce qu'il y a dans son discours, que ce qu'il y a dans son communiqué. Les mots sont pesés quand vous êtes directeur de la Réserve fédérale américaine. Chaque mot utilisé a son importance, donc en fait il va tout simplement relire son discours, il va apporter 2-3 précisions, etc. Faut pas s'attendre à grand chose. Pareil, les ventes de logements neufs, oui, ça vous donne une indication sur la force de l'économie. Est-ce que, vous savez, quand le bâtiment va, tout va. Bon, bah voilà, il faut voir si on a toujours des ventes de logements neufs, si la construction se maintient. Honnêtement, ici, on attend 651 000. Donc, évidemment, si on a toujours des vraies grosses mauvaises nouvelles, ça peut impacter le marché. Mais là, on s'attend pas à grand-chose. Pareil, jeudi, on aura les inscriptions au chômage, comme toutes les semaines. Évidemment, de manière assez cynique, si on voit une augmentation du chômage un petit peu plus haute que ce qui est prévu, bon bah pour nous c'est une bonne nouvelle, nous investisseurs j'entends. Si on stagne, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Si par contre ça baisse, bon bah peut-être que le rythme de baisse de taux va ralentir et ça ce serait pas forcément très très bon signe. Donc par contre on va regarder vendredi les chiffres du PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages qui nous sera donné à 14h30. Ça nous donnera une indication de l'inflation qui semble maîtrisée, hein. Vous voyez, on est à 2,15, bon, on est stable depuis maintenant un bon moment, et ça c'est très très positif, hein. Depuis mai, on est aux alentours des 2% et on y reste. C'est ce dont avait besoin l'économie américaine, et notamment la Réserve fédérale américaine, pour pouvoir se projeter sur un rythme de baisse de taux, et là c'est le cas. Donc on a une baisse de taux qui a été annoncé là le 17 septembre, mais on a une prochaine baisse de taux qui est quasiment actée pour la prochaine réunion, celle du 29 octobre. Donc on a 92% de probabilité d'avoir une baisse de taux. Bon bah c'est très bien, ça veut dire qu'on l'aura très très certainement. Évidemment, si on a le chômage l'inflation qui augmente et le chômage qui ralentit, évidemment il va peut-être reporter sa baisse de taux à la prochaine. Mais si on reste dans les clous de ce qu'on a déjà, ce qui semble être l'embarqué, bon bah dans ce cas-là on devrait rester sur ces niveaux-là. Donc on va reprendre un petit peu notre analyse et regarder ce qui se passe au niveau des baleines. Les baleines, donc les gros portefeuilles sur Bitcoin, vous voyez que là, sur ce mouvement-là, elles ne font rien, d'accord? Elles prennent pas de profit, elles ne sortent pas de position. Et c'est également ce dont je parlais quand je faisais mon analyse
sur Telegram, hein, sur le cercle, vous voyez qu'on n'avait pas de prise de profit. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe actuellement, vous voyez qu'on n'a toujours pas de prise de profit. Donc si on était sur des niveaux de distribution, etc., distribution, ça veut dire qu'on a des gros portefeuilles. Les gros portefeuilles, ils sont majoritairement rentrés sur cette zone-là, hein, sur la zone ici, alors je l'ai juste là, voilà, ici, sur les 93 000 $. Donc vous voyez, on va regarder ça sur le Cost Basis Distribution Heatmap. Donc vous voyez ici, on avait eu des grosses lignes d'achat au niveau des 93 000 $. Ben, vous voyez que ces personnes-là, quand elles prennent des profits, et quand on a des zones de distribution, on le retrouve directement dans les indicateurs que je viens de vous partager, juste ici. Si vous aviez eu un spike à ce moment-là de prise de profit, bon, il fallait peut-être sortir. Honnêtement, pour le moment, vu la baisse qu'on a, c'est encore anecdotique. Je pense que il n'y a pas forcément besoin de sortir de position. Je pourrais réviser ma position, hein. Je vous rappelle que j'ai pas de dogme, hein. Je suis pas permaboule. Si jamais je vois le marché en train de se retourner, si je vois qu'on a une price action qui commence à tirer un peu la gueule, bon, évidemment, je prendrai mes profits et je quitterai mes positions, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas le cas. On a encore des baleines qui sont en train de se positionner. Vous voyez qu'ici, on a toujours une accumulation en cours. Donc, c'est plutôt positif. Si ici, on continue notre analyse avec les indicateurs on-chain, vous voyez qu'ici, on a toujours des bitcoins qui commencent à quitter les exchanges, hein, qui continuent de quitter les exchanges plutôt. Vous voyez qu'ici, on a des barres rouges, donc ça veut dire que les personnes qui achètent des bitcoins sur les marchés financiers les achètent pour les stocker hors des exchanges, et vous savez que quand c'est sur un ledger ou un trésor ou quoi, donc un cold wallet, c'est moins facilement vendable que quand c'est sur Coinbase, Kraken ou Binance, d'accord? Donc ici, on en était juste là. Vous voyez qu'ici, au niveau de l'accumulation score de Glassnode, vous voyez qu'on est toujours en train de s'approcher de cette zone un peu violette qui nous fait partir généralement assez fortement. Et là, justement, on est en train de continuer cette zone d'accumulation, et ça me rappelle de vous montrer ici les bandes de Bollinger qui continuent leur mouvement inexorable vers une compression. Une compression, hein, qui devrait se résoudre prochainement, hein, parce que forcément, plus l'élastique est tendu et plus il est tendu pendant longtemps, plus il explose fort, mais c'est surtout qu'il ne peut pas rester comme ça tendu pendant très très longtemps. Donc ici, ces bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, on est en train de se situer donc entre les deux bornes des bandes de Bollinger. Donc il va falloir regarder ça, mais c'est surtout en weekly, hein. En weekly, on est en train de resserrer les bandes, et vous savez que les bandes, quand elles sont serrées et surtout quand elles latéralisent, d'accord, quand on se retrouve avec une situation comme ça, c'est généralement assez explosif, et ça dure pas très très longtemps avant qu'on explose. Donc là, d'autant qu'en weekly, des bandes de Bollinger serrées à ce point-là en weekly, ça fait quand même bien longtemps que c'était pas arrivé, d'accord. Et les deux fois où c'était arrivé ces derniers moments, c'était ici, vous voyez, pendant cette zone de compression. Donc c'est pour ça que également ce mouvement du 28 septembre, du 30 septembre, la première quinzaine d'octobre également qu'on avait eu sur Bitcoin, vous voyez que il y ressemble quand même pas mal. On avait pas mal de configurations et de signaux, que ce soit techniques ou fondamentaux, qui étaient similaires. Vous voyez qu'on avait eu justement ce dont je vous parlais, c'est-à-dire des bandes de Bollinger qui sont aplaties. Et quand on avait eu la résolution, vous voyez que ça avait été quand même assez puissant, hein, puisqu'on avait eu quand même un gros mouvement par la suite. Et l'autre mouvement qu'on avait eu sur ce bull run également, il était juste là, avec une latéralisation du prix, des bandes de Bollinger qui étaient devenues horizontales, et on avait eu justement ce canal qui avait été cassé à la hausse, avec justement une reprise haussière. Alors évidemment, les bandes de Bollinger, c'est pas magique non plus, ça veut pas tout le temps dire que c'est à la hausse, ça peut être une cassure à la baisse, et évidemment quand on a une compression à ce point sur le prix et qu'on a une cassure à la baisse, c'est généralement pas super, hein. Ça se traduit généralement par des gros mouvements baissiers, des grosses phases de capitulation, pardon. Donc ici, il va falloir bien entendu surveiller tout ça. On a également un indicateur, hein, le Tether Ratio Channel, dont je parle régulièrement, hein. C'est un indicateur qui est également très très puissant. Vous voyez qu'il a croisé également ici, qu'on avait eu ici un joli croisement,
de cet indicateur. Et cet indicateur-là, quand il croise et qui nous donne justement un signal, donc c'est assez rare, mais généralement c'est très puissant. Donc on l'a eu en weekly, on l'a eu en daily, juste ici. Donc c'est plutôt très très positif de voir ça. Je pense honnêtement que ce mouvement-là, donc j'en parlais, mais est technique. Donc pour le moment, ça ne justifie pas forcément de sortir de position. Au niveau des liquidations, vous voyez qu'ici, on est venu récupérer cette première zone de liquidation. Vous voyez qu'il en reste en dessous. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher un peu plus bas. Ce que je vous disais, hein, aller chercher le short-term realized price à 111 200, voire un petit peu plus bas, ce fameux support à 110 800, 110 500. Vous voyez, récupérer un petit peu toute cette liquidité-là. C'est pas obligatoire qu'on le fasse. Vous voyez qu'ici, on a énormément de positions short qui sont en train de se matérialiser. Donc, de toute façon, on ne les laissera pas rester ici avant de partir fortement dans un mouvement de capitulation. Donc si ici, on a un mouvement de capitulation qui doit arriver, hein, on aura très certainement ce mouvement-là, hop, 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 et ensuite on aura quelque chose comme ça, d'accord ? Donc ce sera un mouvement piégeux, hein, on viendra récupérer les stops d'ici, mais ici, on a tellement, ici, juste là, d'ordre stop qui nous attendent, de toutes les personnes qui ici sont en train de shorter le marché, on ne va pas les laisser présentes et repartir fortement à la cave et que toutes ces personnes-là se retrouvent en gain. Je vous rappelle que la foule a toujours tort. Gardez toujours ça en tête. Et donc là, ici, toutes ces personnes-là, il y a peu de chances qu'elles restent en position comme ça longtemps. Et si on regarde ici sur le long terme, vous voyez que ici, on a effectivement un petit peu de liquidation. Donc les liquidations qu'on voit ici, qui nous paraissent énormes, vous voyez que finalement, sur le long terme, ça paraît pas énorme. On a les grosses zones de liquidation principales, mais qui sont en fait des zones de support principales. Ces fameuses zones qui sont en fait qui correspondent à ces niveaux d'achat, hein, les niveaux d'achat qu'on a juste ici, aux alentours des 92, 93 000 $. Vous voyez que ici, on les a juste ici. Et par contre, à l'inverse, on a ici pas mal de liquidations qui nous attendent au-dessus du prix. Ça, je pense qu'on viendra les chercher, hein, 118, 120, 125 000 $. Et ensuite, les liquidations principales qui nous attendent et qui, elles, sont à 140, 135 000 $ et qui sont atteignables, selon moi, d'ici dans un horizon de temps assez court. Bon, au niveau des fundings des altcoins, rien à signaler, à part peut-être ici Aster, hein, donc le lancement du DEX de CZ, hein, donc le PDG, l'ancien PDG de Binance qui lance son DEX, etc. Donc il y a beaucoup de hype dessus. Honnêtement, si j'étais dedans, je suis pas dedans, j'en ai pas du tout. Si j'étais dedans, je prendrais mes profits et je partirais, je vous le dis direct. Ici, il y a beaucoup d'euphorie. Ça se traduit généralement pas très bien. Hein. Si on regarde un petit peu l'historique de ce qu'il y a eu comme crypto qui ont eu des comportements similaires, on a eu ici Pump.Fun qui a lancé son coin. Bon, ça s'est pas passé très bien. On avait eu Trump également, je sais pas s'il est là. Non, on l'a pas trop. Mais Trump aussi, qui avait eu un comportement similaire, donc la phase orange, donc c'est-à-dire ici des taux de financement qui étaient très élevés. Ça veut dire qu'on vous paye pour rentrer en position short, parce qu'en fait, il y a un déséquilibre énorme entre le nombre de personnes qui parient à la hausse et les nombres de personnes qui parient à la baisse. Vous voyez que ici, si on regarde Aster, on est sur une courbe qui est verticale en daily. Évidemment, ça va pas se passer dans la bonne humeur pour la majorité des gens. Hein. Je vous rappelle que c'est toujours pareil. Si ici on regarde Pump.Fun, ce qui s'était passé, vous voyez que ici on avait eu une phase haussière énorme avec des fundings qui étaient énormes, donc beaucoup de personnes qui rentrent à l'achat, et puis au final on a un gros mouvement de nettoyage avec une baisse de moins 66%. Alors ça ne veut pas dire que la crypto est morte, hein. Vous voyez qu'ensuite on a eu une belle phase haussière, mais vous voyez que ce genre d'accumulation, hein, ce genre de support, il nous les faut avant de pouvoir rentrer en position. Ici, quand on est ici, il faut faire attention parce que moi j'ai Starknet en tête, d'accord ? Starknet, juste ici, si on regarde chez Gate.io pour avoir un peu d'historique, vous voyez que ici, on avait eu justement un lancement. Alors, vous voyez, hein, il était loin le lancement. Hein. On avait eu un lancement, on avait eu une première baisse, un rebond, etc. Et puis, hop, une cassure de support. Ici, on avait fait une zone d'accumulation.
on n'avait pas breaké cette zone d'accumulation, on était parti à la baisse. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a comme ça des grosses zones d'accumulation qui sont cassées à la baisse. Alors ici, on avait eu un beau niveau d'achat, hein, donc j'en avais parlé à l'époque sur la chaîne également. Donc ici, on avait eu un beau niveau d'achat, on était reparti fortement à la hausse, mais vous voyez qu'ici, ça n'avait pas du tout tenu et on est reparti encore à la baisse, à la baisse, à la baisse. Ok, donc ici, on est en train de tenir un support d'ailleurs. C'est pas du tout le genre de crypto que j'achèterais, hein, vu le passif, mais je vous indique que justement, quand on a un lancement, il vaut mieux attendre des phases de consolidation plutôt que de se précipiter, parce que vous voyez que ce genre de crypto dont tout le monde parlait hein, à l'époque, vraiment c'était vraiment la crypto qui allait révolutionner les layer 2, etc. Enfin bref, vous voyez que ici on est sur une baisse de moins 94% depuis la phase de lancement. Donc gardez les pieds sur terre. C'est toujours pareil, hein, parfois vous me demandez l'avis sur une crypto plutôt qu'une autre, donc à la limite on va faire un petit tour sur Kaspa, hein. Ici vous avez une crypto qui est dans une phase de consolidation, donc c'est pas forcément une mauvaise crypto à détenir, ok. Ici on a des niveaux de support qui sont tenus, donc le principal c'est celui-ci, hein. Ça c'est le niveau de support principal, vous voyez qu'il y a eu un beau rebond dessus, mais honnêtement ce genre de phase juste ici, voilà, juste ici, ce genre de distribution, parce que ça c'est une distribution, hein. On va chercher un peu plus haut, le momentum s'affaisse, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Si je vous trace les liquidités, bah, vous voyez que ici toutes les liquidités sont créées en dessous du prix et on vient à chaque fois les liquider. Bah ça c'est pas forcément bon signe. Donc un retour sur ces niveaux-là, pour moi c'est pas du tout improbable. C'est toujours pareil. Est-ce que j'en détiendrai là maintenant? Non, je ne détiens pas de Kaspa parce que tout simplement il y a beaucoup d'autres cryptos qui sont dans des configurations largement meilleures. Je préfère détenir, dont on a parlé, du IMX ou d'autres cryptos, hein. Il y a plein de cryptos dont je parle dans le cercle qui ont des configurations bien plus belles que celle-ci. Donc pourquoi me positionner sur celle-ci plutôt que sur une autre qui a une meilleure configuration, des meilleurs fondamentaux, etc. Bah voilà, c'est toujours pareil, c'est une affaire de coût d'opportunité. Est-ce que cette crypto peut performer? Est-ce qu'elle peut retrouver ses anciens supports? Oui, ça peut arriver. Mais déjà, là, la configuration actuelle, on n'a pas de zone d'accumulation claire. Donc, il va nous falloir peut-être, vous voyez, faire ça, hop, 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 hop. Et là, on se dira, là, j'ai ma grosse zone d'accumulation. Donc ici, je peux rentrer en position. Ou ici, je peux rentrer en position. Mais si j'ai pas ça, honnêtement, là, je peux pas rentrer en position. Et c'est toujours pareil. Vous vous posez la question, est-ce que je rentre en position? Oui, mais si j'y suis déjà, évidemment, je l'achèterai pas tout de suite. Mais si j'y suis déjà, est-ce que je prends mes profits ou est-ce que je change complètement de crypto, etc. Si vous avez une analyse fondamentale particulière dessus, que vous y croyez vraiment, etc. Moi, j'ai pas de souci avec ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais vous devez vous dire, est-ce que je conserve la crypto? Conserver la crypto, c'est comme en acheter, d'accord? Parce que vous avez un coût d'opportunité. Si ici, vous conservez cette crypto, ça veut dire qu'à ce moment-là, à cet instant T, vous pensez que c'est la meilleure crypto à détenir dans votre portefeuille par rapport à une autre. Si vous pensez que c'est mieux de détenir du IMX, dont on a parlé, d'accord? Je vous parle de IMX, honnêtement j'en ai pas, hein. C'est juste qu'elle avait une belle configuration, on en a parlé je crois dans la vidéo de lundi dernier ou de jeudi dernier, je sais pas. Ici vous voyez que là on a des belles zones d'accumulation, ici, sur un support qui est maintenu, c'est pas mal. Moi, j'investis pas dans ce genre de crypto. Pourquoi? Parce qu'elle est trop vieille, d'accord? C'est un critère que j'ai, je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse, mais je n'investis pas dans les vieilles cryptos. Et ici, sauf le Bitcoin, ok? Et ici, vous voyez que on a cette fameuse zone d'accumulation qui a été tenue, donc potentiellement, ça veut nous dire que ici on a des personnes, des gros portefeuilles, des gros investisseurs qui ici croient au projet, et quand on a un retour sur ces niveaux de prix-là, sur les niveaux de prix d'achat de l'accumulation, ils décident de conserver leur position et à la limite de réaccumuler. Et donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que on a quand même des personnes qui sont là derrière le projet, ok? Il n'est pas complètement laissé à l'abandon. À l'inverse, si vous avez des grosses zones de distribution et que le projet fait que descendre, hein, comme vous avez vu la courbe de Starknet un peu plus tôt, ça c'est plutôt négatif hein, comme signal. Hein. Ça veut nous dire, voilà, vous voyez, plus personne n'y croit, il faut sortir de position en fait. Il faut sortir et aller sur autre chose. Toujours coup d'opportunité. Conserver une crypto, c'est comme si vous l'achetiez.
Si vous pensez que vous, là, vu la configuration, vous l'achèteriez pas, eh ben, mieux vaut quitter la position et aller sur autre chose. Si vous n'êtes pas serein à l'idée de faire ça parce que vous avez peur de rater la hausse, vous pouvez toujours scinder la position en deux, garder la moitié et réallouer la moitié restante sur une autre crypto. Ok, donc bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je pense toujours qu'on va avoir une belle fin d'année, mais je pense que ici, bon, bah, vous voyez, on a eu notre petit rebond sur la dominance du Bitcoin. Je pense qu'on va continuer la baisse là pendant les quelques heures, journées à venir. Alors c'est toujours pareil avec Bitcoin, ça va tellement vite que c'est pas dit que ça dure toute une semaine, mais ici on pourrait avoir un petit moment en dessous de ce support-là, etc. Il va évidemment falloir regarder justement quand ce support, soit ce support-là vient à être cassé, soit justement on a une reprise de ce niveau-là et une reprise haussière. Donc on va regarder ça, je tiendrai au courant bien entendu toutes les personnes qui veulent... qui sont abonnés au cercle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions également, hein, vous avez la possibilité de nous contacter via Telegram, nous poser vos questions, etc. avant de souscrire. Si vous avez des interrogations, des choses qui vous semblent pas claires, n'hésitez surtout pas. On est très disponible. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine et on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo sur YouTube. Merci.